J'ai vu un petit bout de documentaire sur le Conseil des ministres où on interviewait des ministres, d'anciens ministres, des actuels, etc., des secrétaires d'État, pour qu'ils parlent de l'ambiance, de l'atmosphère, des petites choses comme ça, pas des contenus et des lois qu'on discutait. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que chacun d'eux témoignait de ce que de l'impression qu'il avait que ses collègues dans la réunion guettaient la bêtise qu'allait dire l'autre, le faux pas, pour avancer leur pion, leur position, le déconsidérer, peut-être mettre quelqu'un qui soit davantage leur allié, etc. Ils ont un petit peu traité ça parfois à la légère, c'est comme une classe où on essaye d'être le chouchou du maître, qui est le président de la République, et un peu le monarque. En fait, il y a un système un peu monarchique, parce que c'est lui qui tranche, donc selon les derniers qui ont parlé, qui lui ont rappelé ceci, l'autre qui rappelle cela, etc. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que, bon, j'ai toujours pensé qu'il y avait une passion du pouvoir, c'est-à-dire d'être à la place supposée où on a le pouvoir. Bien sûr, on se demande pouvoir faire quoi? Normalement, on devrait conjuguer le verbe pouvoir, mais personne n'y pense, tellement on est identifié à cette place de pouvoir, donc on a le pouvoir, on est un homme de pouvoir, donc les autres vous considèrent comme ayant du pouvoir, même si vous n'avez pas tellement de pouvoir, ou pas tellement le pouvoir de faire bouger des choses qui vous dépassent et qui viennent de très loin, qui vont très loin. Et donc, ce que ça m'a apporté, c'est un petit plus, c'est que lorsqu'on est à cette place et qu'on a en tête seulement la passion du pouvoir, cette espèce de voracité, eh bien, elle est insatiable. C'est-à-dire qu'on en veut toujours plus. Parce qu'on pourrait dire, bon voilà, celui-là c'est le ministre de l'Agriculture, celui-là c'est le ministre de la Culture, l'autre du budget, etc. Puis ils ne se chevauchent pas tellement, mais s'il y a des interdépendances et il y a des connexions suffisantes pour que, non pas, évidemment, il y ait un travail d'équipe, non pas il y ait une juxtaposition de gens qui travaillent intensément chacun son domaine, mais il y a au-dessus de tout ça une vigilance à voir comment faire tomber l'autre ou comment pousser l'autre qui vient de trébucher pour qu'il tombe et qu'il libère la place, et soit qu'on la prenne, soit qu'on la donne à quelqu'un sur qui on aurait le pouvoir. Autrement dit, c'est toujours plus. Toujours plus de quoi? Toujours plus de la même chose. Toujours plus de pouvoir. Avec la même difficulté à le conjuguer, à le mettre en acte. Dire je peux faire ceci. L'impuissance est plutôt générale. Mais cette tension, cette vectorisation de toutes les lignes de pouvoir sur lesquelles les gens se branchent, qui mènent vers encore plus de pouvoir, témoigne d'une, si vous voulez, d'une certaine stérilité narcissique. C'est-à-dire, normalement, un narcissisme pourrait être, s'exalter, se déployer en montrant ses capacités et en déployant ses capacités et non pas en cassant le déploiement des autres narcissismes et des autres amours-propres. Quand il est obsédé par l'idée de d'abord les casser, c'est que quelque part, il se sent cassé, que quelque part, il se sent limité, borné. Et
par cette cassure qu'il espère infliger à l'autre, il espère payer la pointe de sa propre insuffisance. Et tout ça est sous le signe d'un équilibre narcissique de la dite personne, qui évidemment n'a rien à voir avec son expansion active dans le monde extérieur, qui lui s'impatiente qu'on prenne des mesures, des décisions, qu'on opère des changements, etc.